Bonjour, bienvenue dans Open Man Podcast. Mon nom c'est Jérémy. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui est brûlant, qui concerne l'immigration aux États-Unis. Comme vous le savez, depuis que le président Donald Trump a pris le pouvoir, il a pu changer certaines lois concernant l'immigration, dont la plupart ne sont pas en faveur des immigrants aux États-Unis. Donc, j'ai avec moi deux invités spéciaux qui sont qualifiés pour pouvoir discuter de ces sujets. Donc, sans pour autant prendre du temps, je vais leur donner le temps pour se présenter. Okay, merci bien, Jérémy, pour l'invitation. Je suis vraiment honoré d'être ici. Mon nom est Jean-Claude en français, mais tout le monde m'appelle Jesse ici. Je suis ici depuis un peu pas mal de temps. Je suis très ravi d'être ici pour discuter sur ce sujet avec nous tous ici. Merci beaucoup. Moi, c'est Freddy et merci aussi de l'invitation. Je suis aussi ici il y a quelques temps et je suis content d'être là et de parler ensemble sur certains sujets qui nous concernent. Ok. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, on va commencer avec la toute première question. Qu'est-ce qui vous a ramené ici aux États-Unis? Parce que nous savons tous, nous sommes Congolais, nous venons de l'Afrique, mais nous avons un peu expérimenté cette immigration. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé ici? Bon, personnellement, moi, je suis venu aux États-Unis pour les études. Ouais, je suis venu aux États-Unis pour les études et c'est la raison principale qui a fait à ce que je puisse quitter les pays, quitter le Congo, l'Afrique pour venir aux États-Unis. C'était pour... c'est pour les études que je suis venu aux États-Unis. Vous savez, les États-Unis, c'est la terre des opportunités. Et les opportunités peuvent être multiples, comme Freddy l'a dit, les études. Mais oui, moi aussi, j'étais principalement ici pour les études. Et grâce aux études que tu vas faire aux États-Unis, tu peux être qualifié pour une meilleure vie plus tard. Et voilà la raison pour laquelle nous savons que les États-Unis, l'éducation aux États-Unis est vraiment très élevée sur l'échelle internationale. Donc, Ok, d'accord. Donc, pouvez-vous nous parler de votre expérience quand vous êtes nouvellement venu ici? Qu'est-ce que vous avez constaté qui était un peu différent avec le pays dont nous venons? C'est différent. C'est vraiment différent. C'est pas pareil. Et puis, je dirais aussi que c'est pas facile. Parce que quand vous venez, vous quittez notre pays pour venir ici et vous trouvez que la vie que vous êtes en train de mener avant, ce n'est pas pareil. La nourriture, la langue surtout, et le climat et toutes ces choses-là. Mais ces choses-là vous forgent et vous aident à devenir plus fort. Et si vous avez l'œil concentré sur votre objectif, je crois que vous allez vous en sortir. Mais ça n'a jamais été facile de changer de pays et de venir dans un autre pays. Oui. Donc, je pense qu'il a tout dit. Venir ici, c'est une très bonne expérience. Parce que je sais qu'on dit que c'est en voyageant qu'on apprend de plus. Vous voyez. Donc, en venant ici, on a le temps d'apprendre. Certes, il y a des difficultés que peut-être les gens qui nous voient sur les réseaux sociaux ne vont pas savoir. Vous voyez. Ouais. Sur les réseaux sociaux, peut-être je ne peux pas afficher ce que j'ai vu ici, mais je vais juste prendre une belle photo, mettre un peu de couleurs sur la photo. Et c'est à ce moment-là que je la mets sur les réseaux sociaux. Donc, mais la réalité que nous vivons ici, je vais dire, ça est carrément différente peut-être de la vie qui se trouve sur les réseaux sociaux. Donc, comme Claude l'a dit, on a eu beaucoup de barrières, comme la langue. C'est très difficile lorsque tu viens dans un pays où on parle une autre langue et que tu parles aussi une autre. Hormis ça, la nourriture, le fait aussi de s'acclimater, de vivre ensemble. Nous, on a notre façon de vivre, les Américains ont le leur. Maintenant, on doit essayer de s'adapter à vivre ensemble maintenant dans leur pays. Ok, d'accord. Donc, au début aussi, vous avez parlé, l'une des raisons que vous êtes venu ici, c'était pour l'étude. Il y avait aussi les opportunités. Quelles sont les opportunités que vous avez découvertes ici qui sont différentes de notre pays? Donc, quand il s'agit de pouvoir progresser et avoir ce succès-là dans la vie, genre, quelles sont ces opportunités qui sont différentes? Oui, je pense que
c'est comme on dit, land of opportunities. So, donc, les États-Unis, c'est vraiment ça. Ça, c'est pas un mensonge. Certes, il y a beaucoup de choses qu'on nous a menti quand on était quand même en Afrique. mais ça, au moins, on sait que non, c'est... Les États-Unis. Ouais. Ça, au moins, on sait vraiment que non, c'est ça. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'opportunités que... Je ne dirais pas que jamais, mais peut-être si on était en Afrique, ces genres d'opportunités-là sont données peut-être, disons, qu'aux enfants d'eux. Vous savez ce que j'ai dit. Ouais. C'est-à-dire, soit on vous connaît, soit on ne vous connaît pas. Si on vous connaît, vous avez cette opportunité. Si on ne vous connaît pas, vous n'avez pas ça. Mais ici, je pense ils sont ouverts. Et si vous avez certaines connaissances, vous avez des atouts, vous pouvez mettre ça en place et avoir beaucoup d'opportunités. Moi, je connais beaucoup de personnes ici, grâce aux opportunités qu'ils ont eues, qui étudient sans payer. Je connais les gens qui sont logés sans payer. Ce sont des opportunités d'où nous venons pour avoir une bourse d'études. Vous devez vous connaître avec quelqu'un. Ouais, donc c'est un peu ça. Il y en a plein des opportunités ici. Nous commençons à citer les opportunités que nous pouvons trouver. Si je ne pense pas que nous allons pouvoir finir. Effectivement. Il y en a plein. Mais une chose aussi que j'ai appris avec les opportunités, c'est que si vous êtes là pour croiser, timide, et vous ne cherchez pas, vous n'êtes pas open mind, comme notre podcast l'a dit, vous n'aurez pas ces opportunités, vous n'allez pas en profiter. Comme Freddy l'a dit, il y a des gens qui sont venus ici, ils étaient juste simples étudiants, mais il a trouvé une personne qui a juste voulu l'aider. Et il y en a d'autres, on a lu des histoires qui sont devenues aussi riches de cette façon-là. Et d'autres opportunités, c'est au niveau du travail. D'autres personnes qui viennent ici, ils font tout et presque tout. C'est-à-dire, ils commencent par les construction, warehouse, les entrepôts, tout ça. Et après un temps, ils ont de belles voitures, ils ont de bons boulots, ils ont même leur propre business. Ils ont su saisir les opportunités qui leur ont été présentées et puis ils en ont pris l'avantage et puis ils ont progressé. Donc, il y en a beaucoup, mais ça dépend juste de ce qui va se présenter à toi et sois juste prudent et puis tu vas avancer. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Et pour même ajouter aussi, il y a aussi d'autres opportunités concernant le business. Si tu veux créer ton business, il y a des gens qui investissent. Voilà, c'est vraiment un peu facile de se connecter avec les gens qui vont investir par rapport à d'autres pays. Et aussi ici, parce qu'on a aussi l'accès facile à certaines choses comme l'Internet, par exemple. Ouais. C'est payant, mais c'est presque gratuit. Ce n'est pas comme là où nous venons, il faudra payer. Puis nous n'avons vraiment pas une très bonne qualité d'Internet. Ici, nous avons l'opportunité d'être sur les réseaux sociaux, aller à l'Internet, faire des recherches et écouter d'autres podcasts de personnes qui ont vraiment réussi, lire des livres et puis pouvoir se former soi-même. Tu peux devenir riche, un businessman sans pourtant même aller à l'école, sans pourtant avoir des diplômes, juste en écoutant parce que les choses sont un peu plus faciles ici. L'Internet, tu vois, les moyens de transport, toutes ces choses-là t'aident à te former. Ouais, ça c'est vraiment vrai. Donc, tu paies rien si tu es étudiant. Ouais. Tu parles Tu prends même l'ordinateur gratuit à l'école. On a plein de vidéos. On a fait ça. Ouais. Les États-Unis est beaucoup plus réputé pour les rêves américains. Est-ce que vous pensez que ces rêves américains-là existent jusqu'à nos jours? Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Non, ça existe. Je ne sais pas si Freddy va me dire le contraire. Non, really. Ça existe, mais il faudra comme on l'a dit, il faudra chercher, il faudra en profiter, il faudra travailler dessus sur les rêves américains. Il faudra travailler. Si tu viens à l'espoir que non, la manne va tomber du ciel, que tu vas manger gratuitement, vivre gratuitement, tu ne vois pas, les rêves américains ne vont jamais s'appliquer à toi. Il faudra, quand tu viens, tu travailles dur et Ouais, c'est un peu ça. C'est comme Claude l'a dit. En fait, est-ce que le rêve est réel? Oui, c'est réel. Est-ce que quelqu'un d'autre peut encore rêver? Oui. Est-ce que les gens qui sont en Afrique peuvent rêver de venir? Mais ça doit être même un rêve de chaque jour. Moi, j'ai quelqu'un qui me dit que lorsque tu es en Afrique, ton seul rêve doit être de quitter le pays. Ouais, il y a un gars même qui a dit, si le pays où tu es né ne parvient pas à te donner les gens de vie que tu veux, quitte le pays, va ailleurs, apprends,
Maintenant, rentre au pays pour vivre le genre de vie que tu voulais vivre. Vous voyez? Ouais, c'est-à-dire pour les opportunités, en tout cas, je vais dire que les États-Unis, les rêves est là. Mais on dit, il y a aussi quelqu'un qui a dit ceci. Pour rêver, tu dois dormir. Mais si tu dors, tu ne vas pas réaliser ton rêve. Donc, pour rêver, tu dois d'abord dormir. Mais si tu continues à dormir, tu ne vas pas réaliser ton rêve. Vous voyez? C'est-à-dire, oui, il y a des opportunités, mais est-ce que tu vas dire que non, comme c'est un pays des rêves, je suis déjà là, je m'assois et puis je... Non. You gotta work. You gotta move your ass. You know. Ouais. Il y a les hommes là ici. C'est les ça. gens qui n'ont même pas un centime. Voilà. Mais ils viennent d'ici. Voilà, moi-même, ça m'a étonné qu'un blanc me demandait l'argent au cours de moi. J'ai dit, mais papa, mais toi, tu es blanc. Je suis venu pour te demander l'argent. Voilà. Moi, j'ai quitté l'Afrique pour te demander l'argent. Maintenant, c'est toi qui me demandes l'argent. Yeah. Donc, c'est pour dire les mêmes choses qui sont en Afrique, c'est-à-dire les pauvres, les riches. En Afrique, il n'y a que les pauvres et les riches, sauf qu'ici, il y a la classe moyenne. C'est ça la différence. Ouais. En Afrique, il y a juste l'écart là. Il y a les riches et puis les pauvres. Il n'y a pas une classe moyenne. Mais ici, il y a les pauvres, les riches et puis une classe moyenne. Donc, c'est un peu juste ça, un peu la différence entre notre vie. Parce que moi, j'étais pauvre au pays. Mais ici, je ne peux pas dire quand même que je suis trop pauvre. Non, je suis pauvre, mais je suis peut-être la classe moyenne, peut-être, disons. C'est parce que, vu aussi de certaines responsabilités qu'on a, je ne peux pas aussi dire que je suis pauvre. Quand même. Ouais. Okay. Ouais. D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse concernant cela. Donc, quand vous êtes venu ici, comment est-ce que vous avez trouvé votre premier travail? Est-ce que vous pouvez nous rencontrer votre parcours professionnel? Ouf. Moi, lorsque je suis venu, en fait, ce sont des choses souvent que, par exemple, moi, si j'étais en Afrique, les premiers travaux que j'ai trouvés ici, je n'allais pas le faire. Oui. Parce que lorsque je suis arrivé, j'ai appliqué les travaux à l'université, comme tous les gens qui viennent avec leur visa F1. Donc, j'ai appliqué les travaux à l'université. Ça a pris un peu de temps. Et après, j'ai fait l'interview avec mon anglais bricolé un peu. Et puis, on m'a donné le travail. Mais le travail, c'était le travail de nettoyage, vous voyez. Ouais. Mais souvent, ce genre de travail-là, si ça s'est présenté chez nous, je n'allais peut-être pas faire. Mais vu que je me suis retrouvé que personne ne me connaissait. Donc, j'étais là très content, en habit, je nettoie l'université, je ramasse les poubelles, je jette. Et puis, donc, j'ai commencé par là jusqu'à là où je suis aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que, est-ce que c'était facile? Pour moi, non. Pour moi, pour avoir ce travail, parce que j'ai fait au moins 4 ou 3 mois et demi, je n'avais pas de travail. J'étais juste en train d'attendre. Ce n'était pas facile, mais en fin de compte, j'avais ce travail. Et puis, ça m'a permis quand même de payer certaines choses à l'université aussi. Donc, cet argent-là, je peux dire que c'était net. Mon salaire était net, l'argent que je devais payer à l'école. Non, techniquement, vous travaillez seulement pour l'école. Voilà, disons que j'étudiais gratuitement, mais j'ai travaillé. Okay. Voilà. C'est pareil pour tout le monde. Donc, nous qui sommes venus avec les visas étudiants, nous commençons toujours par le boulot de l'université, ce que tu dois faire légalement. Parce que je ne peux pas aussi faire le boulot légalement comme ça au début. Et j'étais pareil. Par contre, j'ai commencé un peu plus tôt. Parce que juste après 2 mois, j'ai commencé le boulot de l'université. J'attendais juste que mon Social Security arrive. Le numéro de sécurité sociale, ça s'est venu un peu plus tôt. Puisque quand je suis arrivé, j'ai croisé des amis maliens qui, certains d'entre eux ont fait ces boulots déjà dans le passé, les boulots d'université. Et c'est eux qui, le premier jour, quand j'ai fait mon enregistrement à l'école, ils m'ont mené dans les bureaux pour pouvoir appliquer. Et quand ils m'ont demandé s'il faudra faire l'interview, j'ai dit, je ne fais pas l'interview. Mais le monsieur a pris son téléphone pour pouvoir traduire ce que lui voulait me demander. Il m'a juste posé la question, as-tu déjà fait le travail de nettoyage avant? Bon, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Et puis c'est le seul boulot à l'université pour les étudiants qui payaient plus. Oui. Parce que il y avait d'autres travails. Disons, je pouvais aller m'asseoir dans un bureau
aider peut-être avec imprimer des documents, faire ce genre de choses, mais ça payait à l'époque, là, je pense, dans les $11. Ouais, $11. Même au restaurant. Voilà, aussi. même au restaurant, ça payait dans les $11, mais avec les boulots de cleaning, ça payait $15 de l'heure. Et je faisais mes 20 heures. Bon, c'était pas mal. On a commencé par là, puis après un moment, j'ai eu mes documents pour travailler à l'extérieur de l'université. Et ça n'a pas aussi pris trop longtemps. Et puis on est parti travailler à l'université. D'ailleurs, c'est là où il y avait plus de challenges. Parce que là, à l'école, vous savez, vous êtes entre étudiants. La plupart d'entre vous sont étudiants, malgré qu'il y a aussi d'autres personnes. Mais quand vous sortez d'ailleurs, c'est un peu différent. Et là, on a commencé à expérimenter d'autres choses. Voilà, un peu dans ce sens-là. Ok, merci beaucoup pour ça. Donc, pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, donc, quand on vient ici, les premiers boulots qu'on va faire quand vous êtes étudiant, c'est de travailler à l'université. Ces boulots-là, comme Freddy vient de le dire, et aussi Jean-Claude vient de l'écrire, donc ça t'aide seulement à pouvoir payer les frais. Donc, tu ne vas même pas voir ça. Mais à part ça, vous avez eu d'autres boulots. Mais n'oubliez pas que pendant que tu fais ce travail-là, les gens qui sont en Afrique ne savent pas que l'argent que tu gagnes, c'est seulement pour payer tes études. Ouais. Payer les études, payer les rents. Et puis d'autres petites choses, manger. Ouais. Donc, c'est juste un travail qui t'aide juste pour tes besoins sur place. Donc, c'est que tu as juste besoin. Et quand tu prends et tu fais, c'est fini. Ouais. Mais c'est là l'autre difficulté des personnes qui viennent d'autres pays en Afrique, chez nous, qui viennent ici. Et que quand ils viennent ici pour le reste des personnes, et que tu as déjà gagné la vie, que tu as déjà l'argent. Mais ce que tu endures ici, c'est que tu vois ici, personne ne le voit. Et pendant tes difficultés, il y a quelqu'un qui t'écrit et qui te dit aux autres répondre. Et Nazara, on a posé ça comme un mot, envoie-moi $50. Dans ce sens-là. Et puis quand tu envoies, il dit, on a 50, tu envoies seulement 50. Alors que ça, sacrifice, c'est juste du sacrifice que tu as fait pour pouvoir l'envoyer, ces 50 là-dedans. Et au début. Mais on dit surtout pour les gens qui sont au début, c'est difficile. Il faut vraiment être patient avec eux. Ouais, la vie, c'est stressant. Il faut s'adapter à la vie sociale, apprendre une langue. Il y a aussi des situations financières qui se passent. Donc, merci beaucoup pour ça. Donc, quand vous avez fini avec ce travail, vous avez eu votre work permit. Maintenant, là, vous travaillez ailleurs. Est-ce que vous avez rencontré une sorte de discrimination dans le travail? Parce que nous savons que ces pays, dans le passé, il y a eu des histoires concernant l'esclavagisme, le racisme. Est-ce que vous, personnellement, vous l'avez expérimenté? Je laisse Freddy aller en premier. OK. Bon, ce qui est clair est que partout, il y a toujours des divisions. Ça, c'est réel. Par exemple, si aujourd'hui, on s'est dit, on est entre Africains et qu'on rentre en Afrique, les gens vont dire, moi, je suis Camerounais, moi, je suis ceci. On se sépare. Si on arrive tous au Congo, quelqu'un va dire, moi, je suis de Kinshasa, moi, je suis de Lubumbashi, moi, je suis d'ici. Ainsi de suite. C'est-à-dire, il y a les divisions. Même lorsque vous arrivez dans la même famille, il y aura un grand frère, grande sœur, petit faut sans respect, n'a vénao. Donc, c'est-à-dire, les différences, ce sont des choses qui existent, qui ont existé et qui existeront toujours. Donc, est-ce que j'ai fait ça? Oui, bien sûr. Moi, je me rappelle qu'il y a une fois, on travaillait dans une compagnie et on a renvoyé 4 personnes et c'était seulement nous 4 les Noirs. Vous voyez? On était seulement nous 4 les Noirs. C'était Dalma, Gasper, Claude et puis moi. On nous a renvoyés, vous voyez. Donc, ce sont des choses qui arrivent, mais ça donne aussi de l'expérience. Ouais, ça donne aussi de l'expérience dans le sens que tu sais where you are gonna put your faith, you know. It's not like walking in the darkness, no. Tu sais déjà que là où je suis actuellement, voilà comment je dois me comporter. Même si les gens ici me montrent les dents, donc je dois avoir des réserves. Donc tu apprends comment vivre aussi professionnellement parce que ce sont peut-être des choses que beaucoup d'entre nous n'ont pas ça. Par exemple, avoir déjà travaillé en Afrique dans les milieux professionnels, vous voyez. C'est-à-dire pour nous, quand tu viens, peut-être tu ne sais pas comment d'abord te comporter sur la place, sur les milieux professionnels, dans les milieux professionnels, pardon. Et ça devient un peu un problème parce que tu ne sais pas comment t'adapter, comment vivre avec les gens dans les milieux professionnels. Par exemple, chez nous, si je travaille avec quelqu'un,
on peut se croiser aujourd'hui au travail. Demain, on part chez nous, on mange, on joue. Demain, il vient le matin, il me prend à la maison, on part au travail. Donc, on devait directement les amis, la famille. Je connais sa famille, je connais ma famille. Contrairement ici, la relation au travail finit au travail. Vous voyez, la relation à l'école finit à l'école. Ça ne s'emporte pas à la maison. Donc, c'est un peu ça. Ce sont des choses que, peut-être avec le temps, nous avons maintenant compris qu'auparavant, nous n'avions pas encore compris ça. Exactement. Freddy a tout dit sur ces relations. Je pense que pour éviter aussi des discriminations au boulot et des trucs de ce genre-là, il faudra juste rester dans une relation professionnelle. Tes collègues de travail ne sont pas ta famille. Et surtout ici, j'ai appris ça ici. Parce qu'avant, on sait que même ici, quand tu vois l'église, tu vois que le membre de l'église, vous croisez à l'église, c'est fini à l'église. C'est fini. Quand ils viennent à la maison, c'est pour parler juste de l'église. Et rarement, ce n'est pas aussi très, très souvent. Bon, je parle dans là où moi je vis. Donc, le blanc et les Américains ont ce genre de système-là de pouvoir un peu faire différencier les choses. On s'est connus au travail. Notre relation est purement professionnelle. On se connaît à l'église. Notre relation est purement spirituelle. on peut dire ça. C'est croisé. Donc, dans ce sens, ils n'aiment pas trop mélanger les choses. Alors, par contre, que nous, les Noirs ou les Africains, nous, it's kind of everything. Si je te connais, on devient tout en même temps. Si j'ai besoin de sortir, je t'appelle, ainsi de suite. Je ne sais pas si j'ai déjà eu un numéro dans mon téléphone, pas de mon superviseur, d'un collègue qu'on travaille avec le travail, si je ne le connaissais pas avant. C'est ça. Si j'ai déjà vécu des discriminations au travail, oui. Et je dirais des fois où je ne connaissais pas aussi que non, je dois me comporter professionnel. Ici, c'est un milieu professionnel. J'essaie un peu de m'attacher avec des gens pour devenir un peu ami, voilà, un peu au début avec la solitude aussi. Oui, j'ai vécu ça et on a été renvoyé, c'est que Freddy a oublié de mentionner, on a été renvoyé parce que nous étions en train de nous battre contre les discriminations au travail. Et nous, les gens voulaient nous discriminer parce que nous sommes noirs et nous ne parlons pas anglais. Mieux vaut qu'eux ne parlent pas aussi anglais, mais on ne parle pas de même langue. Et nous, on discriminait un peu à cause de ça et on voulait que ça cesse. Et on a été renvoyé du travail. Donc, dans ce sens, ça arrive à tout le monde et du courage à tous ceux qui ont vécu ce genre de choses. Et je pense que le seul moyen de pouvoir arrêter ces choses-là, c'est juste rester dans ton coin, voir le travail, finir ton travail à la maison. Et c'est aussi quand tu travailles dans notre boulot, comme nous travaillons dans des grandes entreprises aujourd'hui, des grandes compagnies, ces choses, il y a vraiment beaucoup de règlements, de policies à cause de ça, et tu ne feras pas de discrimination parce que la compagnie eux-mêmes savent que s'il y a des discriminations, ils peuvent payer. Ont HR. Il y a HR et puis la personne qui discrimine peut être envoyée. Ouais. Voilà. C'est pourquoi ici au travail, on ne parle pas de la santé de la personne, on ne parle pas de l'état physique, on ne parle pas de la couleur d'une personne. Donc, ces genres de choses doivent être... Même la sexualité. La sexualité, parce que oui, tu ne peux pas toujours voir quelqu'un, tu dis, sir, il n'est pas monsieur, il est un homme, tu vois, mais il te dit que je m'identifie comme une femme. Donc, ce sont des choses à éviter et avec l'expérience... Tu ne peux pas aussi dire à quelqu'un, tu as grossi comme il avait fait. Je l'ai fait, oui. Bon. Oui. Et je pense que je connais la personne. On est amis. Ça s'est passé comme 3 mois passés. Ouais. Quand c'était au mois d'avril, je suis revenu, j'étais à Washington pour mes vacances. On est revenu, je suis allé au travail. On s'est dit, hey Jesse, how you doing? Ça va bien. Oh. Tu as grossi, ils ont mal interprété ça. Elle a pleuré toute la journée. Elle a pleuré toute la journée. Oh. Oui, j'éteins juste les noms. Elle a pleuré toute la journée. J'ai dit non. En Afrique, c'est en Afrique, voilà, c'est-à-dire ce sont des choses qu'on doit apprendre aussi. C'est-à-dire il y a des choses que tu peux pas poser à quelqu'un, des questions que tu peux pas poser, ou bien des choses, bien des amusements qu'on fait en Afrique, qu'ici on peut pas faire. Par exemple, tu peux dire toi, tu as grossi, hein? En Afrique, c'est quelque chose, c'est ça. C'est que tu manges bien. Voilà, c'est que tu as l'argent. Moi, j'ai eu... Bon, on était les bons amis, on était dans le même team. On s'est parlé quand j'ai vu un travail, comment ça va, et puis j'ai dit, tu as grossi, c'est ainsi. En oubliant que ça, c'est une manière, elle va être offensée. Elle a pleuré toute la journée, elle a pris le day off, elle a dit aller à la maison. Elle voulait m'envoyer HR même pour ça. J'ai dû expliquer que non, tu vois, là où moi je viens, quand on dit ça,
c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc, ça veut dire que tu as la paix du cœur, ça veut dire que ta vie est bonne. Maigrir, ce n'est pas quelque chose bien devant les Africains. Mais là, la relation est complètement abîmée. Hein? Donc, ouais, pour ceux qui nous voient, ceux qui vont venir, donc ils doivent être prudents. Attention, ne parlez pas de la santé d'une personne. Alors, tu dis, fais des compliments, genre, you look good. J'aime tes chaussures, même si c'est vilain. Yeah, j'aime ton t-shirt, même si tu ne penses pas que c'est bien, mais il faut faire ces choses-là. Or, si tu dis juste à la personne, tu as des gros yeux, tu seras vraiment dans des problèmes. Tu auras des problèmes. Parce que tu peux dire ça sous l'amusement, mais le blanc et les Américains sont très sensibles. Tu ne peux pas poser des questions genre, tu as les enfants? En Afrique, on peut poser, est-ce que tu as les enfants? Mais ici, tu ne peux pas poser ce genre de questions. Tu ne peux pas poser des questions genre, est-ce que tu es marié chez une personne que vous rencontrez seulement pour la première fois? Imaginez que cette personne-là était en train de chercher les mariages depuis des années et qui n'a pas trouvé les mariages. Et ta question maintenant pour elle, ça va l'offenser. Il peut pleurer. Quelqu'un qui a cherché des enfants pendant beaucoup de temps qui n'a pas eu des enfants. Exactement. Et le fait que tu lui demandes, ça va l'offenser. Mais c'est qu'on fait que, dans la conversation, si la personne te demande, comment tu vas? Il dit, non, je vais bien, sauf que j'étais parti amener l'enfant à l'école. C'est à ce moment-là, tu peux demander, tu as combien d'enfants? Ouais. Mais tu ne peux pas venir d'un coup et puis poser ce genre de questions. Ce sont des questions personnelles, intimes, que beaucoup de personnes ici aux États-Unis, surtout les Américains, ont du mal à aborder avec les gens qui ne connaissent pas. Ouais, ça, c'est vraiment vrai. Maintenant, quels sont les conseils que vous allez donner à une personne qui vient à peine d'arriver? Disons, une personne, il vient du Cameroun, du Congo, il vient de l'Afrique, il est nouvellement ici. Il est étudiant. Quels sont les conseils que vous allez lui donner pour qu'il puisse réussir ici aux États-Unis? Moi, j'aurais voulu que quand j'étais arrivé, que je puisse écouter ce genre de podcast avec ce genre de questions. Et pour qu'une personne aussi me dise ce que je dois faire. Moi, je vais juste être très direct sur ça. Évite les dettes. La première chose que tu dois faire aux États-Unis quand tu arrives, tu es nouveau, évite les dettes. Évite les credit cards surtout. Parce que les gens, quand tu viens, tu as ton premier compte, après 5-6 mois, tu peux appliquer pour le credit card. On va te donner 500 ou $1000 pour toi, tu vas penser que c'est ton argent, mais c'est le début des problèmes qui est là. Donc, directement, moi, je vais juste dire à une personne qui vient d'arriver, si je dois conseiller une personne, je reçois une personne peut-être chez moi pour l'encadrer pour le début, après, il va s'envoler par lui. Je vais lui dire, juste évite les dettes. Évite ça peut être la voiture, ça peut être des credit cards. Tu vois, en ligne, il y a des choses que tu peux prendre. Et même les habits, tu prends et tu payes petit à petit. Tu finis toutes ces choses-là, ce sont des choses à... Tu peux même te coiffer et faire le paiement plein avec HP. Amazon, il offre ça aussi. Partout, maintenant, c'est parce que maintenant, les gens trouvent que quand tu prends, on dit que la chose était $100, tu payes $8 chaque 2 semaines, chaque mois. Les gens disent, ça c'est un bon deal, mais ce n'est pas un bon deal. Tu vas payer double de ce que tu devais normalement acheter. Et le plus grand conseil que je peux donner à une personne qui vient d'arriver d'éviter les dettes, de prendre le bus, de prendre les trains et d'éviter une voiture. Moi, j'ai fait 12 mois pour avoir ma première voiture. J'avais déjà des credit scores, j'avais tout, mais j'ai attendu jusqu'à ce que j'ai dit que c'était le moment. Et depuis que j'ai eu ma première voiture, je n'ai jamais eu de difficultés à payer. Donc, ça m'a aussi aidé. Mais je m'étais mis dans les dettes un peu bêtes au début. Mais Dieu merci, je m'en sors petit à petit avec ça. Mais maintenant, je ne conseillerais pas à une personne de faire le même. OK, donc c'est vraiment ça. En fait, il y a certaines choses qui, je parle de moi, par rapport à la manière que moi j'ai grandi, il y a certaines choses qui étaient des leaks lorsque moi j'ai grandi. C'est par exemple, avoir une voiture, c'est un leaks. Par exemple, avoir... beaucoup d'habits, par exemple, c'est un luxe. Avoir un gros téléphone, c'est un luxe. Même avoir un ordinateur, par exemple, pour moi, c'était aussi un luxe. Mais une fois ici, vous allez comprendre que you can drive whatever car you want. Si tu veux conduire une Maserati, you gotta work on your credit score. Tu vas avoir ça. Ouais. C'est-à-dire, la voiture ici aux États-Unis, j'ai toujours dit ça, ce n'est pas un luxe,
mais c'est juste un moyen qui nous permet de nous déplacer du point A au point B. C'est tout. Parce que en Afrique, on connaît... Moi, par exemple, je connaissais les gens qui avaient des voitures. Quand une voiture passe, je peux te dire, ça, c'est la voiture de Jérémy. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la voiture. Vous voyez. Mais ici, vous pouvez trouver une famille de 7 personnes et puis les 7 ont des voitures. Ouais. C'est un peu ça la différence. Est-ce qu'ils ont ça parce qu'ils ont l'argent? Non. Ça permet juste que si toi, tu pars au travail, tu conduis, tu pars. Toi, si tu vas aller à l'école, tu conduis, tu pars. Soit tu veux faire ceci, tu fais. C'est pour les personnes qui viennent d'arriver. Moi aussi, ça, quand je suis arrivé, j'ai commencé aussi à rêver. J'ai dit, la voiture, là, j'ai vu, on a donné ça au ministre. Donc, ici aussi, je peux avoir ça. Hein? Yeah. Ouais. Mais oubliant que peut-être les ministres, c'était un cadeau et que moi, je vais me cirer mes pieds jusqu'en pour payer ça. Vous voyez. Ça dit, c'est comme Claude a dit, c'est que la plus grande chose est d'éviter les dettes, mais aussi éviter les mauvais compagnons. Ça aussi, c'est très important. Parce que plus tu marches avec quelqu'un, plus tu auras tendance aussi à adapter ta vie en fonction de la personne avec qui tu es souvent. Par exemple, imaginez que quelqu'un, en arrivant, il est tombé sur quelqu'un qui, son rôle, c'est juste prendre l'argent, manger, ne plus payer, abîmer le credit score, faire ceci, cela. C'est-à-dire, pour lui aussi, c'est quelque chose de bon. Il va commencer à faire ça. Les credit scores, pour les gens qui ne savent pas, c'est un moyen mis en place dans les pays occidentaux. Je ne sais pas si en Europe aussi il y en a, mais je sais au Canada et aux États-Unis, il y en a. C'est-à-dire, c'est un système mis pour voir votre capacité à payer les dettes. C'est-à-dire, dès que tu arrives pour la première fois, on peut te donner $2,000. On te dit, OK, avec ces 2,000, on te donne, on va voir comment tu gères ça. Donc, si tu gères ça bien, c'est-à-dire, tu utilises, tu payes chaque mois, tu utilises, tu payes chaque mois, et que tu n'utilises pas trop l'argent, disons pas moins de 50% ou de 60%, et que tu rembourses à la fin du mois, tu vas avoir un pourcentage ou un quota. Maintenant, c'est en fonction de ces pourcentages-là que les institutions financières, les banques et d'autres vont voir que cette personne est crédible. Donc, on peut maintenant les prêter plus d'argent au cas où tu as besoin. C'est-à-dire, si j'ai un bon credit score, je peux aller à la banque et avoir une voiture de $50,000. La banque va payer parce qu'ils savent qu'avec mon credit score, ça veut dire que je suis quelqu'un de confiance et je vais rembourser. Là, tu vas juste commencer à payer chaque fin du mois. Voilà. En plus, il y aura aussi un intérêt qui va se jouer. Ouais, il y aura interest sur ça. Et dans la plupart des cas, les interest, c'est ce que tu payes d'abord avant. Pendant au moins 2 ans. Par exemple, si tu as pris une voiture de $50,000, disons que tu payes $1,000 par mois, disons ça, tu vas faire d'abord les 2 premières années ou les 3, ça dépendra de ton credit score et de ton revenu aussi. Tu vas faire peut-être les 2 premières années, tu ne payes que interest. Et c'est après ça maintenant que tu vas commencer maintenant à payer l'argent de la voiture. Ce n'est que la banque doit d'abord retirer leur intérêt et là, tu commences à payer l'argent de la voiture. Prendre la voiture à crédit, c'est pas mal, c'est bon. Mais le problème, c'est juste, il faut prendre on prend les foufous en fonction de l'eau. Vous voyez. Il faut bien mesurer. Il ne faut pas aller trop dans le luxe. Parce qu'ici, vous voyez, au Congo, on peut vous apprécier juste pour la voiture, même ici, même si tu connais quel genre de voiture. Ils vont dire, I like your car. You say, thank you. And that's it. C'est pas tout ça. Yeah. C'est comme ça. Peu importe, là, même si tu as une voiture de misère, ils vont toujours dire, quelqu'un toujours va dire, I like your car. That's a nice car. Oh, it's not nice. Donc, c'est un peu ça. Au Congo, là, on va commencer à te chanter chaque jour. Voilà. Ouais. C'est ça la très grande différence ici. Si tu cherches à paraître, en tout cas, tu investis dans les néants. Ouais. Donc, bien t'habiller, bien t'habiller, il faut être propre. Ouais. Mais genre, peut-être, il y a des habits qui sont très chers, les habits de marque. Si tu vois la boutique de Louis Vuitton, tu vas voir qu'un t-shirt comme une jaquette que tu as mis là, c'est à $5,000, $4,000.
Et d'autres personnes voient avec le logo de Louis Vuitton et ils postent sur les réseaux sociaux, les gens le voient. Mais chez les Blancs et chez les Américains, ça leur dit complètement rien. Ouais, c'est complètement impossible c'est impossible de les impressionner quand tu portes des le problème même avec eux, qu'il y a quelqu'un qui est né à Utah, qui a fait 60 ans à Utah, qui n'a jamais pris un avion pour aller dans un autre État. Je ne parle même pas de voyager en dehors des États-Unis. Il y a les gens qui sont nés aux États-Unis, qui sont morts à l'âge de 90 ans, qui n'ont jamais eu leur passeport américain entre leurs mains, qui n'ont jamais pris d'avion. Ouais. Mais si vous regardez dans son compte bancaire, vous allez pleurer. Ouais. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et cette Mais nous, c'est juste que tu as $20, pardon. Tu as juste $20 ou bien $100. C'est toi maintenant qui commence à t'embrouiller. Mais... Ouais, on te paye $3,000. Ouais. Je sais pas, ça finit tout d'un coup. Ouais. On travaille avec un gars, avec Jess. Nous, on travaille, on était là avec beaucoup d'autres Congolais. Ils connaissent bien cette histoire. On était en train de travailler et tout ça. On a juste commencé par curiosité de parler des comptes bancaires. Combien d'argent tu as? Moi, j'ai dit, j'ai $250. J'ai 150, j'ai 500, 600. Et le gars, le petit, est-ce qu'il avait 20 ans? Il nous regardait comme ça. Et quand on a demandé, how much money do you have? Il dit, I don't want to say that. Non, go ahead. Nous, on a Come on, man. Nous, on a pensé qu'il n'avait pas l'argent. Il a ouvert, il avait 68 000. Mais si tu vois les chaussures qu'il porte pour venir au travail, tu n'as même pas aidé. Ouais. Il avait $68 000 dans son compte. Il a 20 ans. C'est l'argent que les gens au Congo peuvent travailler toute une vie et il n'aura jamais la moitié ou les 15, une dizaine, 10% de cet argent, peut-être pas. 68 000 pour rien. Ça, c'était le saving, compte épargne. Compte épargne. Compte épargne. Mais dans les comptes courants, les checking account, il avait à peu près 5 ou 6 000 qui sont pour les dépenses, genre manger les fast-food. Le petit avait 20 ans, il partait vers 21 ans. Donc, et il n'a jamais voyagé comme Freddy l'a dit. Et d'où tu as pris cet argent? Je travaille, je garde mon argent. Et puis mes parents m'ont donné, je ne sais pas, 20 000 quand il a totalisé 18 ans. Il n'a jamais touché à cet argent. Il l'a mis dans la banque. Il s'est resté là. Mais moi, je me disais, bon, moi, je travaille ici. Si on me donne ça, je peux rentrer. Parce que dans ta tête, en tant qu'Africain, tu penses à 68 000, 30 000 déjà, le pango déjà. Ouais. Benima bo, le pango, déjà, ça. L'argent, qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Je ne sais pas. Et récemment aussi, il y a une dame aussi que je travaille avec à mon travail actuellement. On parlait de vacances, on n'a même pas parlé d'argent. Je lui ai dit, moi, je dois prendre un peu de vacances, je dois voyager un peu parce que je suis fatigué de travailler. Elle dit, moi, je ne pars pas aux vacances, je ne fais pas les fêtes. J'ai dit, non, les vacances, c'est voir la famille. I don't have life, so I don't travel. J'ai dit, tu sais que tu finis ton argent à faire des fast-food. Non, elle a ouvert son compte, elle avait 75 000. Elle travaille depuis son divorce, ça fait 7 ans qu'elle a divorcé. Le peu d'argent qu'elle a eu de son divorce, c'est qu'elle a pu garder. Il dit, l'argent est là, 75 000 $, quand j'ai dit. Non, en fait, ils sont plus dans les savings et nous, les Africains, on est plus dans les shows. Dépenses, ouais. Dans les dépenses, c'est ça. Yeah. Donc, c'est pourquoi les trucs de voiture, parce qu'avec 75 c'est 75 000 $, il peut acheter une Mercedes, il peut acheter une voiture de 30-40 000 $ à cash. Ouais. Même si, une nouvelle voiture, zéro malade. Même si part dans une banque qui monte l'argent, j'ai envie de prendre autant de montant pour les dettes et tout. Ils vont leur donner pour le crédit. Mais ils ne vont pas faire ça. Et je pense que c'est le genre de mentalité que les hommes noirs, les hommes africains aussi, les personnes africaines qui viennent ici doivent aussi cultiver ce genre de mentalité-là. De pouvoir garder plus et d'éviter de faire les show-off. Tu montres à qui? Juste sur les réseaux sociaux. Essaye d'impressionner avec tes pensées, avec ton travail, genre ce que tu fais, mais genre, pas des habits. Être propre, mais pas dépenser beaucoup sur les habits. Non, le problème est que, moi, ce que j'ai appris, c'est que il faut toujours dépenser, faire un planning pour dépenser. Le mal avec nous, les Africains, que
on n'a pas une éducation financière. Ouais, Vous voyez, on n'a pas ça. Bon, je ne parle pas de tout le monde, je parle de moi, parce que c'est un podcast, c'est-à-dire beaucoup de gens vont... Ouais, même ici aux États-Unis, même dans les high school, au collège, au moins si tu fais le business ou soit tu suis les vidéos sur YouTube, ils n'enseignent pas beaucoup les gens sur les crédits scores. Effectivement. C'est-à-dire, on doit avoir l'éducation aussi financière. Dans quel sens? Dans le sens où les montants que tu gagnes, tu dois garder au moins 20% de ce que tu gagnes dans ton compte, dans ton saving account, dans les comptes épargne. Et ça va t'aider que plus. Parce que les saving accounts, ce qui est bien que aujourd'hui, tu peux mettre $10, mais demain, ça ne sera pas $10. Demain, si tu mets encore, ça va être 20. Et puis, la banque, il y a des comptes bancaires que tu peux ouvrir et tu mets ton argent. Et puis, la banque aussi va commencer à mettre un peu les pourcentages. Et puis, ton argent va commencer un peu à monter un peu plus. Tu ajoutes plus les pourcentages aussi de la banque et plus le temps. C'est aussi ça. Le problème est que nous, on n'investit pas dans les longs termes. On investit que dans les courts termes, comme les LLCC. Je pense qu'il y aura des gens qui seront versés. Ouais, voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, voilà. Ouais, donc merci vraiment pour ces réponses. Ce que moi, je veux aussi ajouter, c'est que quand les gens viennent ici, la première des choses qu'ils doivent apprendre, c'est comment faire le budget comme tu as bien décrit, apprendre sur l'investissement. Parce que les États-Unis, c'est un bon pays pour investir. Donc, il y a des compagnies, ça offre aussi genre d'opportunités pour investir même des $10. Ouais. Il y a, ça s'appelle Robinhood. Ouais. Ouais, Robinhood. Genre, il y a toutes les compagnies là-bas, donc qui sont publicly traded. Tu peux même investir genre $10, $20 la place d'utiliser cet argent pour faire autre chose. Donc, là, l'autre question que j'ai, c'est concernant les dettes. Parce qu'on a parlé des dettes, on a parlé des mauvaises dettes. Maintenant, essayons un peu de parler des bonnes dettes. Quelle est la différence entre une mauvaise dette et une bonne dette? Parce que je sais que ces systèmes-là qu'ils ont créés, des crédits scores, quand tu prends bien avantage de ça, ça va vraiment t'aider à réussir. Effectivement, oui. Maintenant, comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour notre avantage et c'est quoi la différence entre une mauvaise dette et... Moi, je vais dire que aller prendre l'argent à la banque pour acheter des habits, there's no point. Ouais, parce que il y a des choses qu'on ne doit normalement pas prendre à crédit. Vous voyez. Est-ce que c'est important d'avoir des habits? Oui. Est-ce que c'est une nécessité? Oui. Est-ce que tu peux vivre sans les habits? Oui. Mais comment est-ce que tu t'es habillé pour aller à la banque? Vous voyez. C'est-à-dire que tu avais des habits. Ouais. Je vais dire, par exemple, si quelqu'un prend le mortgage, vous voyez, par exemple. Une bonne dette, c'est une bonne dette. Même s'il y a les gens qui peut-être peuvent aussi contredire pour dire que le mortgage, c'est un scam, ceci, cela, mais quand même, réalistiquement parlant, le mortgage, c'est prendre l'argent à la banque pour payer la maison. Voilà, c'est ça le mortgage. Okay. Mais aussi, même prendre la voiture à crédit, c'est pas aussi un mauvais dette. C'est une dette, non? Ouais, une mauvaise dette. Voilà, vous avez compris. Donc, c'est pas mauvais dette. Donc, dans quel sens? Dans le sens où, ce que moi, je n'aime pas, c'est l'exagération. Ouais, si tu prends une voiture en fonction de ton budget et tu sais que non, si je prends ça et je peux payer facilement sans que ça entre sur mes savings, sans que mon compte entre dans les négatifs, je pense que ça reste toujours une bonne dette. Yeah, une bonne dette. Le mortgage, ça a toujours été une bonne dette. Le mortgage, c'est que Freddy a dit tout à l'heure, prendre l'argent à la banque, 300 000, 400 000 pour payer une maison, investir, ça a toujours été, ça restera une bonne dette. J'explique. Parce que on dit que c'est scam, parce que tu prends les 350 000, tu payes $2 500 le mois, et au long de 30 ans, c'est 15 à 30 ans. 15 à 30 ans, ouais. Donc, de 15 à 30 ans, tu n'es pas obligé de vivre dans cette maison-là pendant 15 ans, 30 ans. Tu n'es pas obligé de mourir là-bas. Tu ne prends pas quelque chose toute ta vie. You can sell it and get your equity. Equity. Wow. C'est ce que j'allais dire. Donc, après une année, la condition pour le mortgage, c'est juste quand tu prends une maison, tu dois habiter dans la maison pendant une année. Je pense que c'est pour ta première maison. Pour ta première maison. OK. Tu restes pendant une année dans cette maison. Tu ne mets pas de locataires, tu ne vends pas la maison. Tu restes pendant une année. Et après une année, ta maison qui valait 350 000, elle peut valoir
365 000, 360 000. Donc, tu as déjà 10 000 $ de plus et ce que tu as payé à la banque, si tu décides de vendre cette maison-là aujourd'hui, plus ce que tu as payé et plus ton equity, tu as déjà peut-être 25 000, 30 000 de plus, juste dans les premières années. Et les gens ne comprennent pas ça. Ils disent que c'est scam. Ce n'est pas scam. Tu n'es pas obligé de vivre là-bas 15 ans. Tu vas voir que c'est mauvais si tu restes là-bas toute ta vie. Mais même après ça, tu vas finir le mortgage. Mais après, tu verras que la maison sera maintenant. Toi, tu peux toujours vendre et gagner 100 000, 200 000, 300 000 dessus. Parce que la maison gagne toujours de la valeur. Même après 10 ans, 20 ans. Ouais. Yep. Donc, d'être comme des voitures, ce n'est pas mauvais aussi longtemps parce que la voiture te permet d'aller chercher l'argent. D'aller chercher l'argent. Yeah. Moi, je ne vais pas encourager une personne de pouvoir prendre les temps toute sa vie. Parce qu'ils disent, j'évite les dettes. Oui, tu peux payer cash si tu prends les trains, tu as l'idée de pouvoir save, de garder et de payer en cash. C'est une bonne option. Mais des fois, le cash saving, ça prend du temps pour pouvoir. Tu prends une voiture à crédit et que tu décides, avec ton saving, tu décides, au lieu de payer chaque mois, tu payes l'argent de 2 mois. Tu vas voir que ton argent va vite descendre un peu. Ce sont des bonnes dettes, mais des dettes inutiles, comme par exemple aller juste dans les bureaux des loans, des crédits. Ou bien prendre dette pour aller à Disneyland. Il y a les blancs qui le font. Oui, mais c'est pas réfléchi. C'est pas réfléchi. C'est pas réfléchi. Parce que les dettes pour les vacances, je préfère le faire avec mon propre salaire. Ouais. Quand on me paye, je fais un plan dans 3 mois. J'ai besoin de 2 000 $ pour mes vacances. Donc, on est au mois d'août aujourd'hui. J'ai dit pour le fin d'année, le Noël, je dois aller peut-être à New York pour voir le feu d'artifice à New York pour mes vacances. C'est normal, mais tu dois faire ça avec ton salaire. Ouais, d'ailleurs, le point pour aller aux vacances, c'est aller te reposer avec l'argent que tu as travaillé. C'est pas genre aller pour l'argent que tu n'as pas encore travaillé. Tu vas penser, quand je rentre comme ça, les due dates, je dois payer. Les vacances, les habits, fais-les avec ton propre salaire, si ça te permet. Si ça ne te permet pas, save. Tu peux dire que chaque 3 mois, j'achète les habits, 2 pantalons, chaque 3 mois. Ça, avec le salaire de tout le monde peut le faire. Mais prendre des vacances, des dettes pour aller en vacances, ça... ça, c'est pas bon. Yeah. OK. Merci beaucoup pour ça. Donc, quand vous êtes venu ici aux États-Unis, nous avons parlé des social sécurité, nous avons parlé des crédits scores, on a parlé un peu des systèmes un peu éducatifs, genre tout brièvement. Quel est le système qui vous a beaucoup plus impressionné, on peut dire? Un système qui n'était pas en Afrique, par exemple, et vous aimez beaucoup dans le système américain? Bon, moi, je vais parler d'abord où j'ai commencé. Je vais dire l'école, en fait, le système éducatif. Je vais dire que le système éducatif d'ici est différent du système éducatif du pays. J'ai eu aussi à partir à l'école au pays. J'ai fait aussi l'université au pays. J'ai fait aussi l'université ici. Mais il y a une très grande différence. Par exemple, je vais dire ceci. Au Congo, lorsque vous avez 70%, vous avez distingué. Vous voyez. Mais ici, si vous avez 72%, donc 72%, moins de 73%, vous avez échoué à une classe, vous devez reprendre. Vous voyez déjà où ça commence. Ouais. C'est-à-dire, lorsque je suis venu, j'ai amené mes points du Congo et puis on devrait évaluer ça pour que je puisse aller faire un master. Mais avec mes 50% que j'avais là-bas, c'était compliqué. Moi, les 50% au Congo, c'était bon, vous voyez. Mais lorsque je suis arrivé aux États-Unis pour passer une classe, il doit avoir au moins 73%. Et puis, si quelqu'un a 73%, ça veut dire que c'est l'échec de la classe. Donc, c'est comme quelqu'un qui a eu 50% au Congo, vous voyez. Donc, je vais dire, le système éducatif d'ici, ça nous permet, ou bien ça permet aux gens c'est beaucoup plus adapté sur les gens. Nous, notre système éducatif au Congo, c'est quelque chose d'archaïque, c'est quelque chose que les Belges ont amené. C'était juste des leçons à donner, mais c'est pas basé sur les personnes, les besoins des personnes. Par exemple, actuellement, disons avec l'évolution de l'AI, l'évolution de l'Internet, l'évolution le monde des computer science, tout ça, mais vous allez voir qu'actuellement, même si vous allez dans les banques au Congo, même si vous allez à l'université, même si vous allez dans les instituts supérieurs ou bien là où on fait les encadrements, quels sont les programmes maintenant qui sont en train d'enseigner?
quand vous comparez ça avec ce que nous, on apprend ici, on peut dire que c'est la nuit et le jour. Vous voyez. Normalement, notre système éducatif devrait être un système éducatif qui compétit avec le monde. Vous voyez, comme la Chine, comme le Kenya. Ils ont un très bon système éducatif. Mais je pense aussi que dans notre pays, ils doivent aussi repenser à ça, à notre système éducatif, dans le sens que le système doit être basé aux besoins actuels. Par exemple, quels sont les moyens qui font entrer l'argent au Congo? Ce sont les minéraux. Mais est-ce qu'on a même une université qui forme les ingénieurs en mine? On n'a pas ça. Ouais, mais on ferme les historiens, on forme le psychologue. Est-ce que moi, je suis déjà parti voir un psychologue quand j'étais au Congo? Je vais aller voir un psychologue pour lui-même, il a ses propres problèmes. Où est même les psychologues là? Non, on doit avoir un système éducatif basé sur nos besoins. Par exemple, l'agriculture. Il doit y avoir même des universités juste pour l'agriculture, juste pour l'élevage, surtout pour les mines. Parce on dit, un pays ici, c'est quoi? Potentiellement riche par rapport à son sous-sol. Mais ce sont les ingénieurs chinois qui viennent, qui exploitent et nous donnent 20% ou 10%. Donc, voilà. Donc, il prend tous les matériaux pour exploiter ça et puis les revendre chez nous. Effectivement, oui. Donc, c'est un peu ça. Donc, une autre question que j'ai, nous savons que nous sommes les Africains qui sont venus d'Afrique, nous sommes un peu différents des Noirs qui sont ici. Est-ce que vous pensez qu'il y a un peu une animosité ou quelque chose de... Il y a une différence entre nous deux? Est-ce qu'il y a une bonne entente entre nous deux, les Blacks américains qui sont ici avec les Noirs, qui viennent de l'Afrique? J'ai vu récemment un thread sur TikTok. Beaucoup de Blacks américains disaient... C'est la dame là camerounaise. Yeah, we're not African. What the hell are you there? It's not just because I'm black, I'm African. Yeah, no, sure. C'est... The end. yeah. Donc, je pense qu'il y a... On peut avoir la même peau avec le black américain, mais il y a cette différence-là sur les cultures et c'est ce qui fait vraiment une très grande différence entre nous et eux. Déjà, leur façon de se comporter, leur façon de parler, leur façon de voir le monde, leur façon de faire les choses, elle est très différente. Je vais parler peut-être des choses basiques comme peut-être le respect. Le respect que nous, les Blacks africains, on a envers une personne plus âgée que nous, avec nos parents. Ce n'est pas le même, sans pourtant critiquer, ce n'est pas la même chose. Attends, mais je veux savoir, pourquoi les Américains ne saluent pas les gens? Par exemple, moi, every day when I get to the office, I gotta say, hey, how you doing? Yeah. Mais dès qu'ils viennent après moi, il est là, il vient seulement, il dépose son sac, il ouvre son ordinateur, il commence à frapper. I'm like, Yeah. what the heck, man? C'est ça. Et ils sont pas sociaux. Ouais. Non seulement même en face, même quand un Américain t'envoie un message, un SMS comme ça, il envoie ça directement. Ouais, Il ça te commence dit pas que- avec les highs. Non. Maintenant, j'ai enseigné ça plusieurs fois à mon manager. Quand il m'envoie un message comme ça, we will do this. Maintenant, quand moi je lui réponds, je lui mets hello. Et puis, je réponds à la question au message. Et au fur du temps, il a commencé à changer. Et récemment, il a avoué qu'il dit, pourquoi quand je t'écris un message, pourquoi tu dis arrête? Parce que je lui ai dit, on ne s'est pas vu, on ne s'est pas parlé depuis le matin. Donc, quand tu vois la personne pour une première fois dans la journée, ou tu parles pour la première fois dans la journée, dans ma culture, You gotta say hi. yeah, you gotta say hi. Yeah. Don't be that stupid guy. Just say hi first. Yeah. And let's start by that. It's so simple. C'est comme ça. Donc, voilà, la différence, c'est un peu ce genre de choses, le respect, la considération des autres qui n'est pas vraiment chez les Blacks américains. Et quand j'ai vu les threads sur TikTok dire que nous ne sommes pas africains just because I'm black, j'ai dit, qui vous a demandé? Who cares, man? Yeah, nobody cares. Et la plupart des gens qui disent ça, ils savent rien à propos de l'histoire. Ouais. Parce Ouais, que il y a des Blacks américains qui sont tellement ignorants. penser que dire que je suis africain, c'est un insulte. Non. Non. Et je parlais récemment avec quelqu'un au travail, African j'ai and dit, proud. j'ai dit que depuis que je suis là, oui, je vis aux États-Unis, mais je n'ai jamais essayé d'être un Américain. Ouais. Je suis africain, j'aime ma culture, je ne peux pas perdre mes valeurs et mes traditions parce que juste je vis dans... Mais malheureusement, j'ai vu beaucoup des Africains qui sont venus ici après 3 mois, 4 mois. Hyper.
quand ils te voient comme ça, tu dis c'est comme des what's up man? Say, what the fuck you doing? Get the fuck out, man. Who you talking to like that? Be tough. Yeah. Donc, et puis le courage que les Blacks américains ont à critiquer les Blacks africains parce qu'ils voient que les Blacks africains aiment les copier, ils viennent devenir comme eux. Ils s'habillent comme eux. Tu étais toujours chez vous avec des cheveux rasés, le pelouse. Quand tu viens ici, c'est toi qui mets des petits lords. Je dis, si tu aimes ça, si tu aimes les traites, je ne critique pas. Tu mets ça. Quand ils vont voir ça. Et maintenant, c'est qu'ils disent, oh, he's trying too hard to be an American, to look like an American. But, un jour, j'ai un collègue nigérien-américain qui travaille avec moi. Lui, il est né ici, mais ses parents sont nigériens. Il a un nom nigérien. Et quand je parle, il y a toujours une différence. Nous sommes deux Blacks, nous parlons très bien, nous sommes des bons amis. Il m'a même aidé avec le déménagement. Mais quand on parle chez d'autres personnes, je dis, oh, he's American, I'm not. Parce qu'il y a toujours une différence. Parce que je ne sais pas de les copier, j'essaie de rester moi. Et je pense que tous les Africains, c'est les personnes qui vont écouter ces podcasts, essaie de rester toi, essaie de garder tes valeurs, essaie de garder tes cultures. Quand tu essaies de les ressembler et lui ne veut pas que tu les ressembles et tu deviens ridicule à ses yeux. Et il trouve qu'être ce que toi tu es, c'est une insulte. Il ne veut pas être comme toi tu veux être comme lui. Et moi, je ne voulais pas être un noir américain. Un noir américain qui enceinte une fille qui fuit. Donc, je ne veux pas chercher à être ce genre de personne aussi. Et j'ai voulu répondre plusieurs fois dans ces genres de trades, mais je ne fais pas de commentaires sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai dit, je me suis juste posé la question, who cares? Who want to be an American? Et ils ont fait les trade avec les Français, nous ne voulons pas être Français. Ouais, moi, je crois qu'il y a certains Noirs américains, ils sont un peu ignorants parce qu'ils ne savent pas vraiment leur histoire. Je crois que c'est un peu genre un produit du système américain. C'est ce qu'eux, ils veulent aussi, d'une autre manière. Si vous voyez un peu dans la grande picture. Pour finir, je pense qu'on est presque à la fin. Pour finir, j'ai un ami qui m'a dit que nous, les Africains, ce qu'on a, c'est les chocs de la colonisation. Et ce qu'ils ont, c'est le choc de l'esclavagisme. Donc, le fait de passer par l'esclavagisme, tout ça, donc, dans leur tête, il y a ça, le côté là brutal, avec les chaînes cherchant à fuir. Ouais, ça brainwash leur cerveau en quelque sorte. Ils ont des chaînes spirituelles. Normalement, on doit appeler quand même des pasteurs qui doivent venir jeter un peu les feux pour casser ces chaînes-là. Mais en réalité, genre, je crois que pour un homme noir, genre, en général, je parle par mon frère, tous les Noirs, on est des Africains. Nous sommes des Africains. Ouais. Et genre, pour que nous soyons un peu respectés dans le monde, je crois que nous devons nous ramener à notre racine. C'est pour cela, moi, je suis vraiment un grand avocat pour, comment je peux dire, se réconcilier avec notre racine. Effectivement. Ouais, parce que l'esclavagisme, la colonisation, ça a un peu... J'ai pris notre culture et tout. Même au Congo. Genre, on essaie un peu de copier ce qu'on voit. Là, tu sais, la partie amusante, c'est quand j'ai vu un Haïtien me dire, moi, je suis pas un Africain. Je dis, oh. Chill. Je dis, oh, chill, bro. Ouais, on n'est pas africain, mais on est des Noirs. Ouais. Le problème, c'est juste... Mais c'est aussi les gens qui ne connaissent pas l'histoire. Ouais, c'est les gens qui connaissent c'est aussi les gens qui ne connaissent pas l'histoire parce que s'ils connaissaient l'histoire, ils allaient comprendre d'où les Haïtiens réellement venaient. Ouais. Nous tous, nous venons de l'Afrique. Genre, il y a des gens... Marcus Garvey, c'est un Jamaïcain. Il y a Malcolm X, c'est aussi un Américain. Ils étaient un peu des activistes au moment là où il y avait un peu beaucoup du racisme aux États-Unis. Et ils parlaient de rentrer en Afrique. Genre, tous les Noirs, ils doivent rentrer en Afrique. On a nos ressources là-bas. On peut nous construire genre un bon continent comme l'Asie, comme l'Europe. Ouais, vous voyez l'Asie aujourd'hui. Ouais. Il y a 100 ans, qui pouvait croire que la Chine ou le Japon peuvent être ceux qui sont... Ouais, ici, je vais vraiment... c'est juste une théorie que moi j'ai. Je pense que c'est un peu un produit du système. Je pense que l'homme blanc veut que ça soit ainsi. Effectivement. Parce que c'est pourquoi on dit que même dans les communautés noires, il n'y a pas de bonnes écoles. Ouais. On veut les forcer à être ceux qui sont là. Ouais. Même l'histoire, ils ont changé. Effectivement, oui. Donc, là, ça nous reste 1 minute. Ouais. Vous pouvez conclure. Il y a des mots pour conclusion, quelque chose comme ça. Moi, je dirais juste comme au début, on a dit avec le politique migratoire maintenant, je dirais juste aux gens qui vont nous écouter d'être prudents,
de pouvoir stay out of trouble, de pouvoir vraiment faire attention à ce qu'ils font, où ils vont, de comment vivre, parce que les choses changent, les choses ne sont pas comme elles étaient peut-être 6 mois, 7 mois passés. Donc, soyez prudents et stay safe. Ouais. Donc, merci pour suivre cet épisode. Donc, on va se rencontrer la prochaine fois.